Eh bien, merci Aïna. Bonjour à tous. Donc, on va effectivement parler aujourd'hui de trail. C'est nous qui lançons le cycle. Donc, moi, je suis Stéphane Doutrelot. Je suis cardiologue et physiologiste au CHU. Et je travaille sur le trail depuis plusieurs années. Et là, j'accompagne Clément et Clément qui va se présenter sur cette thématique-là que l'on développe depuis 2 années déjà pour une année encore. Et ben moi, donc Clément Ginoux, je suis maître de conférence en psychologie du sport ici, et donc nous avons tous les deux le plaisir de travailler sur ce groupe de travail et surtout de co-encadrer notre magnifique et génial doctorant qui est ici dans la salle, où beaucoup de choses qui sont présentes dans ce diaporama lui sont attribuées. Voilà. On est aussi dans ce groupe de travail aussi, on fait partie du CDP, donc Cross Disciplinary Programme Sport Perf Health, qui est mené à l'échelle de l'UFR et puis d'autres laboratoires grenoblois. Donc l'idée, finalement, pour un petit peu vous poser le contexte, c'est l'idée que le trail running, finalement, c'est un modèle assez génial pour explorer des liens entre la fatigue, l'engagement, la motivation dans le domaine du sport. Il y a pas mal de sports qui sont propices pour cela, mais bon, étant un peu intéressé et un peu passionné de trail, on est un peu plus allé sur ce sujet, mais on s'est dit quand même, c'est quand même génial parce qu'il se passe plein de trucs pendant un trail, et notamment un ultra trail qui vont permettre de se dire, bah tiens, pourquoi il se fatigue, pourquoi il continue à s'engager, pourquoi il s'engage là-dedans. Quand on vous dit, ben venez fin juillet là, quand il fait super chaud, à Grenoble, on est parti pour 180 km de course à pied dans la montagne avec 11 000 mètres de dénivelé positif, et puis au milieu des cailloux, des sentiers, etc. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites peut-être partie de ceux qui auraient dit ben ouais, chou, on y va. Voilà. Sachez que chaque année, il y en a à peu près 300 et quelques qui disent ok, on est parti. Quand on regarde un peu plus d'un point de vue scientifique la littérature, on observe qu'il y a une expansion dans le nombre de recherches qui sont sur cette thématique-là, et notamment par rapport à l'ultra-endurance. Donc ça, on observe déjà un petit peu cet effet d'ouverture depuis le début des années 90 sur l'ultra-endurance. Et sur l'ultra-trail, c'est un petit peu plus récent. Voilà, j'ai fait une petite recherche. Quand on regarde dans le titre seulement sur Google Scholar et qu'on regarde trail running, on sort 552 articles actuellement dans la littérature, seulement trail running. D'accord? Donc ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il y a des mots-clés des fois qui sortent comme de ultra trail, ultra endurance trail, etc., etc. Et l'idée, c'est dans ce projet à la fois d'aller investiguer les déterminants qui vont être à la fois de la performance. Qu'est-ce qui fait que ces trailers, ils arrivent jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait que ces trailers, parmi eux, certains atteignent leurs objectifs personnels? Mais aussi, quelles sont les implications en termes de santé? Alors, on s'intéressera un tout petit peu aux notions de blessure, mais très peu. Mais on s'intéresse plutôt à la notion de santé, de se dire dans une perspective de santé durable. Comment est-ce que, en tant qu'individu, je m'engage dans un défi personnel aussi énorme qu'un UT4M, en faisant quand même attention à ma santé? Et est-ce que des fois, je vais pas aller jouer avec les limites? Et pourquoi est-ce que je vais jouer avec les limites? Celle-là, je te laisse la présenter. Alors, je dirais le contexte un petit peu global, c'est vrai que on a fait déjà des études depuis plusieurs années sur les conséquences de l'ultra-trail, les conséquences, je dirais, juste après la course ou les conséquences à long terme. Là, c'était un projet un peu plus long, un peu plus général et puis surtout transdisciplinaire. Donc, on est sorti de la partie physio stricto sensu pour aller vers la psychologie. En essayant d'intégrer plusieurs paramètres et d'essayer de voir quels étaient les paramètres, peut-être pas les plus importants, mais ceux qui pouvaient expliquer l'abandon, la contre-performance ou la performance. Et parmi ça, vous avez les paramètres avec lesquels on va jouer, je dirais, pendant l'heure qui vient, à la fois le sommeil, qui est un facteur hyper important de performance dans tous les sports, le niveau de glycémie. Alors on en reparlera tout à l'heure, c'est pas vraiment la glycémie qu'on va mesurer, mais en tout cas ce carburant qui pour les muscles et pour le cerveau est un carburant fondamental et qui va pouvoir expliquer plein de symptômes et plein peut-être de comportements. Et puis tout ça va être intégré dans le cerveau pour finalement vous donner une sensation et des termes psychologiques qui seront détaillés par Clément parce que c'est plus son domaine, mais vous donner
des variations en termes de motivation qui vont peut-être expliquer certains comportements et éventuellement effectivement l'abandon ou la performance. Donc je dirais que c'est un petit peu avec tout ça qu'on va jouer et vous allez voir qu'il y a des facteurs à la fois personnels, psychologiques, sociologiques et physiologiques qui peuvent expliquer les différences que l'on a entre nous dans ces courses d'endurance, d'ultra-endurance. Pour aller un tout petit peu plus loin et juste faire un petit focus sur ce que vient de dire Stéphane, sur le côté psychologique. Quand on regarde la littérature, je vous ai parlé des 550 articles et ça a dû un petit peu augmenter depuis que j'ai fait ça l'année dernière. Il y a globalement un petit peu moins d'articles sur les aspects psychologiques. Et dans le monde de l'ultra-trail, s'il y en a qui courent ici et qui s'adonnent à ce genre de pratique sur des distances plus ou moins longues, hein, on sait très bien que lorsqu'on court, il se passe énormément de choses dans notre tête. Et Éric Lacroix est un collègue, un enseignant, un chercheur et un préparateur mental qui, lui, est basé à l'Université de La Réunion et qui, eux, ont comme terrain de jeu non pas l'UT4M, mais vous vous en doutez, la Diagonale, et qu'on va sûrement avoir le plaisir de rencontrer enfin pour de vrai début avril 2025. Il a un blog sur lequel il poste pas mal de questionnements qui sont à la fois entre des questionnements scientifiques, des apports de la littérature, mais aussi des choses qu'il fait remonter du terrain par sa fonction de préparateur mental avec les athlètes. C'est notamment le préparateur mental de Mathieu Blanchard depuis quelques temps. Et juste après l'UTMB, il a posé un billet de blog qui est très très long et très bien fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Il dit, lors du dernier UT4M, un chiffre a frappé les esprits, 3/4 des athlètes élites ont abandonné. Donc sur le dernier UTMB. Et donc du coup, alors qu'il dit, ces athlètes élites, ils font partie sur ceux qui démarrent à l'UTMB, de ceux qui entraînent leur corps à fond, vraiment au maximum du maximum. C'est différent de celui qui sent ce défi-là, mais qui entre parallèle doit encore travailler à côté, etc., etc. Et donc du coup, il pose quelques questions en disant, voilà, on ne sait pas trop où on en est dans la littérature, il y a des questions qui sont en suspens. La fatigue, est-ce que c'est une simple question de muscle est-ce que si au-delà de l'usure physique, c'était finalement une bataille contre une forme de conscience modifiée par la fatigue au fur et à mesure de la course? Et puis il dit, finalement, ce qui est très déterminant quand on s'engage dans une course d'un point de vue psychologique, c'est cette capacité à, au-delà de suivre le fil de la course, c'est gérer les pensées parasites, surmonter les moments de doute, la force de pas céder aux signaux de douleur. Voilà, on parlera tout à l'heure de passion obsessive, obsessionnelle. Vous verrez que la limite, elle est assez courte entre quand on cède aux signaux de douleur à juste titre ou pas. Et puis, vraiment, ce que ça va peut-être permettre de distinguer ceux qui finissent de ceux qui abandonnent, en plus de tous les paramètres dont Stéphane vous a parlé tout à l'heure. Donc finalement, maintenant, quand on s'intéresse à notre UT4M, et qu'on arrive là et qu'on les regarde partir dans la montagne et que pour les avoir suivis depuis 2 ans au fur et à mesure et même un peu plus de la course, il y a plein de questions qui se posent. Alors la première question que les gens se posent dans Grenoble, quand on nous voit arriver, ils disent mais ils sont fous, pourquoi ils font ça? Et puis nous, d'un point de vue scientifique, on va plus se poser la question en disant pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui abandonnent et qui n'y arrivent pas? Il faut savoir que sur les 2 années d'études qu'on a fait, on a 50% d'abandon. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent dans notre étude, donc c'est pas tous ceux qui font le 180 km, mais on va dire une vingtaine. Sur cette vingtaine-là, on a à peu près 50% d'abandon. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Et puis, sinon les autres, comment est-ce qu'ils font pour arriver à finir? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont en train de le faire? Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe dans leurs jambes, dans leurs muscles, dans l'articulation? Et puis, quelles sont aussi les conséquences d'une telle course? On va aussi s'intéresser un petit peu à ce qui se passe après, sur plein d'aspects. Et puis on a finalement 2 construits fondamentaux qui vont venir à accentuer notre travail. Et puis on va placer pas mal de variables sous l'un ou sous l'autre. On a la question de la motivation au sens très large. Qu'est-ce qui fait qu'il s'engage et qu'il perdure? Et puis la fatigue, c'est quoi ce processus qui petit à petit se développe et qui fait qu'au bout d'un moment, ils sont de plus en plus proches d'abandonner, voire peut-être jusqu'à un moment abandonner. Et dans la littérature, on observe que finalement, il y a un biais, c'est que les études qui sont majoritairement conduites et auxquelles on a accès, elles s'intéressent à ces notions de fatigue et de motivation, mais déjà c'est assez rare quand elles s'intéressent à la motivation et à la fatigue en même temps. Mais alors par contre, quand on va parler un petit peu de discipline scientifique, la plupart de ces études sont monodisciplinaires.
une étude où on s'intéresse d'un point de vue biomécanique à la fatigue, une étude où on s'intéresse d'un point de vue psychologique à la motivation, physiologique à la fatigue, etc., etc. Et il n'y a pas finalement le croisement de ces disciplines, alors que tous les signaux qu'on a du terrain nous font dire c'est pas que physio, c'est pas que neuro, c'est pas que biomécanique, c'est pas que psycho. Et puis la plupart des études qui existent de façon assez surprenante sont faites en laboratoire. Il y en a très peu qui sont faits en contexte réel, parce que quand on se dit on va suivre les gens pendant 180 km n'importe où dans des petits sentiers dans la montagne, montant à des altitudes où des fois on n'aimerait même pas aller, et puis des fois c'est tellement galère là-haut qu'on annule des parties de la course parce que voilà, c'est comme ça, on vous expliquera tout à l'heure. Et donc du coup l'idée c'est de se concentrer dans le cadre de notre étude, de notre recherche, à quelque chose de plus écologique. Oui, c'est challengeant, mais on va pas les faire courir pendant 24 heures ou 48 heures sur un tapis roulant, parce que certains collègues l'ont déjà fait. Mais on va au contraire les suivre dans la montagne et puis on va voir ce qui se passe. Donc finalement, l'objectif principal de notre gros projet de recherche, il est pluriel. On va essayer de mesurer, on va essayer de monitorer, c'est-à-dire suivre, analyser l'influence des facteurs physiologiques, psychologiques, biomécaniques, neurologiques, qui vont prédire la motivation et la fatigue, dans l'objectif d'un accomplissement personnel des gens, dans cette idée de aller jusqu'au bout d'un objectif personnel qui se sont fixés. Et puis à la fin, on a l'idée aussi, on essaye de le faire, on pourra en parler dans les questions si vous voulez un petit peu, d'essayer de transférer de la connaissance un petit peu au-delà du domaine scientifique, un petit peu aussi aux gens qui sont sur le terrain et aux futurs trailers qui s'engagent. Quand on va regarder les différentes variables, on va finalement, dans la motivation, mettre plusieurs éléments qu'on va reprendre tout au long de cette présentation. On va avoir les différents types de passion et de motivation. On va avoir aussi la notion de la dopamine. Vous verrez que dans un projet, on est vraiment allé faire des prises de sang et on a regardé les hormones, les indicateurs qu'on a dans le sang pour essayer d'avoir des indications sur la dopamine. Et on va aussi s'intéresser à la valence affective, c'est-à-dire à quel point l'individu va être enjoué, égayé par ce qu'il est en train de faire. Et puis de l'autre côté, on va avoir tout l'aspect fatigue. Donc là, on va beaucoup s'intéresser aux mesures de glycémie. On va aussi s'intéresser aux mesures de perception d'effort. Vous verrez que c'est une variable qui est centrale dans notre travail. Et puis on va aussi s'intéresser un petit peu, ça c'est des études un peu ce qu'on appelle dans notre groupe de travail satellite, c'est-à-dire qu'elles font pas partie du gros protocole qu'on réplique chaque année, mais elles viennent se mettre de temps en temps, chaque année, une en plus, une en plus. Là, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe d'un point de vue de la raideur musculaire. Et puis, on va aussi s'intéresser beaucoup au sommeil. Si on regarde un petit peu le protocole de recherche, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on vous présente qu'une bribe de ce que c'est notre protocole sur le CDP Trail, parce que on a inventé une grosse usine à gaz, donc tout vous présenter aujourd'hui serait compliqué. Il y a une partie de l'étude qu'on vous présentera dans quelques temps avec Julien Frère, je crois que c'est en 2025, Aïna, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura une autre conférence, vous pourrez venir, on fera un focus sur les aspects biomécaniques du projet. Mais là, je vais vous présenter un petit peu un participant qui s'engage. Et si l'année prochaine, vous voulez vous lancer sur soit le 4x40 km de l'UT4M, soit le 180, et vous voulez participer à notre étude, voilà un petit peu dans quoi les gens s'engagent. La première chose, c'est qu'ils ont un questionnaire auquel ils vont répondre bien en amont de la course. Et ce questionnaire, il va aller mesurer tout un tas d'éléments qu'on va réutiliser après tout au long de l'étude. C'est un fil rouge qu'on tire. Mais on va avoir les caractéristiques individuelles, l'âge, le sexe, le nombre d'heures de travail par semaine. On va avoir aussi des caractéristiques psychologiques où on va aller questionner à l'aide de questionnaires scientifiquement validés la motivation, l'anxiété précompétitive, l'addiction, le discours interne, etc., tout un tas de variables. Et puis, on va aussi aller questionner les gens sur les caractéristiques de leur sport. Quelle est leur expérience dans le trail? Est-ce qu'ils ont commencé... voilà, l'année dernière, on en a un qui a participé à l'étude. Il avait jamais couru plus de 20 km dans sa vie et il s'est lancé sur le 180. Il a terminé. On vous dira pas... on n'a pas encore d'informations sur comment il a terminé, mais on va analyser les données, on va voir. Est-ce qu'ils font l'entraînement croisé, le nombre d'heures de training, d'entraînement par semaine, leur cote ITRA. Dans le monde du trail, on a une sorte de cote. Plus on va faire des épreuves compliquées, plus on en accumule, plus on augmente dans les cotes ITRA. Plus la cote ITRA est élevée, plus on fait partie des meilleurs. On a aussi les distances, les élévations. On a aussi des informations sur ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'hydrater, c'est-à-dire leur tendance alimentaire et d'hydratation bien en amont de la course. Et puis, on va aussi avoir des indicateurs sur leur santé
physiques, à la fois est-ce qu'ils se sont blessés, à la fois est-ce qu'ils consultent des médecins. On a des réponses souvent qui non, je consulte pas le médecin. Je me blesse 3 fois dans l'année, mais je consulte jamais de médecin. Et puis on va aussi avoir finalement des questionnaires qui vont se dire combien de temps vous avez été indisponible à cause d'une blessure, et puis est-ce que vous avez des problèmes de santé un peu récurrents en lien avec la pratique du trail running. Et donc du coup, nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus dans une première partie, dans un point de vue psycho, c'est d'essayer de se dire, ok, est-ce que dans les variables psychologiques qu'on mesure, on arrive à identifier finalement des traits, des caractéristiques psychologiques qui vont être un peu similaires à tous les coureurs qui vont s'engager. Ou alors est-ce qu'il existe finalement des gens qu'on peut regrouper un peu par paquet, un petit peu comme des groupes qui vont se faire de façon naturelle. Et puis on s'intéresse du coup pas mal à des variables. Donc là, on a questionné la notion de passion harmonieuse. La passion en psychologie, c'est un concept qui a été développé par Vallerand et qui dit face à un objet, que ce soit un objet physique ou un objet abstrait tel que le sport, on peut avoir 2 types de comportements. Soit on a un engagement complètement obsessionnel, voire excessif, où on va finalement, il y a que ça qui compte et ça va grignoter sur tout le reste de la vie, et puis ça va avoir des conséquences négatives, mais peu importe. Je vois pas mes enfants, c'est pas grave, je m'entraîne. C'est la galère à la maison, c'est pas grave, je m'entraîne. Le travail, je suis pas assez performant, c'est pas grave, je m'entraîne, etc., etc. Et puis on va avoir de l'autre côté finalement une autre forme de passion, un autre rapport à l'objet qui va être un peu plus harmonieux, où l'objet va s'adapter, l'utilisation ou le rapport qu'on va avoir à l'objet va s'adapter un petit peu aux autres sphères de la vie. J'ai des enfants, on doit partir en vacances, etc., etc., mais je veux m'entraîner pour un ultra Ironman ou quelque chose comme ça. Je vais partir en vélo, eux, ils vont partir en voiture, et puis on va se retrouver en même temps, etc. Je devais m'entraîner, mais il y a l'anniversaire du petit, j'irai m'entraîner demain. C'est pas grave, etc., etc. On a aussi des formes de motivation plus ou moins autonomes et contrôlées. Il y a des gens qui vont s'engager dans ces activités, voire même ces épreuves-là, peut-être plus pour de la visibilité sociale, des reconnaissances financières en termes de sponsoring. On a des fois des athlètes qui sont sponsorisés, qui arrivent au départ d'une course et qui n'ont pas envie de partir. J'ai revu hier, en cherchant des exemples, le reportage sur l'UTMB de Mathieu Blanchard en 2023. Moi, j'avais envie de lui dire, pars pas, mec. T'as pas envie de t'entraîner, tu prends pas de plaisir, vas-y, pas quoi. Mais il est parti quand même. Et puis, on peut avoir aussi des gens qui vont avoir une forme de motivation beaucoup plus autonome. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'engager dans la pratique, le fait de courir dans la montagne, dans la nature, interagir avec des gens, etc., ils prennent du plaisir pendant qu'ils sont en train de le faire, des émotions positives, etc. Ils se testent, c'est du défi. Et puis, on a aussi tout un tas de variables par rapport au fait, est-ce que psychologiquement, je suis capable d'encaisser, je suis capable de résister, je suis capable de durer, je suis capable de faire taire certains signaux, je suis capable d'être un peu plus résilient. Et puis, donc, nous, on pense que ces variables-là, elles permettent de prédire si certains coureurs finissent ou ne finissent pas. On n'a pas encore les résultats à vous présenter de façon graphique, ils sont presque là, ils sont vraiment pas loin. On peut vous en parler de façon orale. Ce qui semble se dégager, c'est que finalement, il existe plusieurs profils, c'est-à-dire plusieurs groupes de personnes qu'on pourrait recréer, et puis qui vont se différencier. Globalement, si on veut faire simple, on a fait une analyse, on en distingue à peu près 6, mais on est en train de se questionner sur le degré de distinction qu'il y a entre chacun de ces groupes-là. Mais finalement, on va repérer des athlètes qui vont être très orientés vers une passion obsessive, sur une motivation qui va être très contrôlés, c'est-à-dire qu'ils vont faire les choses pas pour eux, mais pour les conséquences qu'ils vont en retirer plus tard. Des gens qui vont peut-être ne pas écouter les signaux de leur corps au bon moment. Les gens qui vont, lorsqu'ils vont se parler à eux-mêmes, se parler de façon très très négative. Les gens qui vont chercher à finir la course pour ne pas être dernier, pour écraser tout le monde, mais pas forcément pour faire mieux ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et puis de l'autre côté, on va avoir des profils qui vont un peu mieux gérer l'anxiété d'avant-course. Il y aura moins de problématiques là-dessus. Ils vont avoir une motivation qui est plus autonome. Ils vont plus s'engager dans une motivation en disant « Vas-y, je vais voir si je suis capable de le faire. Peu importe mon classement, peu importe mon scratch, peu importe si je réussis pas. Je me lance un défi personnel. Et puis surtout, je vais kiffer. » Les trailers, certains là, parlent beaucoup de fait qu'ils veulent kiffer pendant qu'ils pratiquent. Et on va essayer de voir, on a quelques résultats qui ont tendance à nous dire que ceux qui ont un profil plutôt positif sont ceux qui ont le plus de chances de terminer ou de réussir à terminer un grand nombre de courses dans l'année et d'être moins blessés. Ceux qui ont un profil un peu plus négatif sont peut-être ceux qui vont avoir plus de risques de se blesser ou avoir moins de possibilités de finir les courses.
Juste avant la course, un mois avant qu'ils attaquent le grand pic, eh ben, on va les monitorer pendant une quinzaine de jours. On va traquer leur sommeil à l'aide d'accéléromètres pour avoir une mesure de, non pas la qualité, mais l'efficacité de leur sommeil. On va aussi leur poser un patch de glycémie, de mesure de la glycémie. Donc Stéphane reviendra bien plus en détail dessus et plus calé que moi là-dessus. Mais en gros, ils vont avoir un patch qui va nous permettre de récupérer des informations sur le taux de sucre qu'ils ont dans le sang. Et puis, on va aussi avoir un carnet alimentaire où tous les jours, ils vont indiquer qu'est-ce qu'ils mangent, quel est leur régime alimentaire, etc. Et puis, ils vont avoir des questions par rapport à leur engagement dans l'entraînement un mois avant, etc. Tout ça pour avoir un petit peu une mesure avant la course, loin de la course, de ce qui se passe à un moment donné où normalement dans leur préparation, ils devraient être sur la fin de la charge maximale avant de ralentir un petit peu un mois avant pour s'engager. Et donc du coup là, qu'est-ce qui se passe en gros dans leur habitude de vie, d'entraînement, etc., etc. Un petit peu comme un pré-test ou un contrôle avant de partir. Et puis, une semaine avant la course, là, on va encore venir les embêter. Et là, c'est à toi. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on les embête, mais en tout cas, on continue à... Je ne sais pas dans quel sens je suis allé, là. On était là? Encore une fois. Encore une fois? Voilà, donc une semaine avant la course, on va continuer un petit peu à les monitorer. On va rentrer dans la phase un peu aiguë. En fait, l'idée de les monitorer avant, on avait déjà fait quelques manips, on les monitorait vraiment juste avant. Et pour ceux qui courent, vous imaginez bien qu'on n'est pas dans son état normal quand on est 48 heures, 24 heures avant la course, en tout cas en termes de sommeil, de comportement alimentaire ou de choses comme ça. Donc on voulait vraiment se détacher de la course, d'où la série de manips qui est faite un mois avant pour avoir une idée du contrôle glycémique, de l'effet de l'entraînement sur le sommeil, etc. et des interactions entre les différents paramètres. Et puis, plus on se rapproche de la course, eh bien, plus on va faire des choses. Alors, vous avez noté que c'est à peu près toujours les mêmes paramètres hein, qui sont relevés. Alors, comme l'a dit Clément, malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait, donc c'est pas la qualité du sommeil, mais c'est des paramètres un petit peu indirects. On va effectivement les familiariser, puis les monitorer avec ce capteur de glycémie. Alors, on va faire un abus de langage, et c'est pas la glycémie, mais on va en reparler, et c'est important de faire la distinction. On va les habituer aussi à recueillir ce qu'ils mangent, et ça, c'est pas obligatoirement facile à faire. Hein. On a fait plusieurs années où on s'est retrouvé avec des réponses pas toujours exploitables, on va dire. Donc, faut à la fois pouvoir dire véritablement ce que vous mangez en termes de qualité, mais aussi de quantité. Et ça, c'est pas facile à faire. Et puis, il y a tout un tas de questionnaires. Et puis, on rajoute une prise de sang avant la course, qui, je dirais, est la baseline. On dose maintenant certaines choses, et puis on a au congélateur, je dirais, de quoi doser d'autres choses si dans le futur d'autres idées viennent. Et si on a envie d'aller voir plusieurs choses. Alors là, les hypothèses, on les a revues à plusieurs reprises, hein. Mais c'est d'essayer d'avoir un état stable, à la fois au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, et de regarder un petit peu ce qui se passe dans la semaine qui précède la course. Alors c'est hyper important hein, d'avoir, du coup, à ce moment-là, effectivement, un relevé alimentaire, puisque c'est aussi le moment où on a tous des stratégies alimentaires qui peuvent être un petit peu différentes. Et on sait que les variations de glycémie, la qualité du sommeil, tout ça, c'est lié. Et ça va être en partie, en tout cas, un facteur de performance qui est important. Et puis alors, c'est le jour J, et alors là, ça va commencer à être plus compliqué. Donc, du coup, en début de course, là, vous reconnaissez, pour ceux qui sont familiarisés dans le coin avec les quatre massifs, hein, le Vercors, le Taillefer, Beldon, et puis la Chartreuse. Alors, on essaye de se positionner, je dirais que c'est un petit peu le problème avec tous les paramètres qu'on recueille, c'est-à-dire qu'on a des paramètres qui se mesurent en continu, qui n'ont pas besoin de nous, en particulier le patch de glycémie, par exemple. Les montres qui vont permettre d'avoir votre temps, donc votre vitesse de course, donc ça défile, et on a des paramètres continus pendant des heures, ce qui pose beaucoup de problèmes d'analyse. Hein. Je vois déjà que Clément s'enfonce dans son fauteuil. Et puis, on a des mesures un peu discontinues.
et qu'on a choisi de mettre à différents moments de la course. Alors c'est les bandes roses et les bandes vertes que vous voyez sur le profil, et qui correspondent à des moments où on arrête les coureurs pour leur poser des questions, tout un tas de questions sur le plan psychologique. Et on a, vous avez vu, on les met à la fois à chaque fois, soit en haut des montées, soit en bas des descentes, pour essayer de voir différentes choses. Pour tous ceux qui pratiquent le trail, mais même pour les autres, c'est sûr que quand on monte et qu'on vous chope, vous n'avez peut-être pas le même comportement et les mêmes réponses que quand on vous chope en bas de la descente, où vous dites ah super, c'est facile. Donc voilà. Donc c'était important un petit peu de distinguer les autres. On a choisi de faire ça, et du coup c'est sûr qu'on a, en termes de temps de course, de délai, et puis en fonction des coureurs, bah on va pas être dans le même timing. Tout ça, c'est des biais qu'on a bien analysés, qu'on a bien repérés, qui vont entrer dans les analyses. Mais c'est sûr que c'est pas facile à faire. Donc tout ça se déroule. On a d'ailleurs régulièrement besoin de volontaires. Donc si vous voulez être volontaire sur la course prochaine, allez voir Clément. Il cherche toujours du monde pour aller passer la nuit au sommet de Beldon ou je ne sais où. Et puis à la fin de la course cette année, on les a récupérés, on leur a fait aussi une prise de sang immédiatement à l'arrivée, même avant de se ravitailler, pour doser différentes choses. Alors c'est toujours les mêmes paramètres et les mêmes, je dirais, différentes questionnaires qu'on va utiliser. À chaque fois, vous avez le comportement du sommeil pendant la course. Certains ont des stratégies différentes. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui veulent faire des siestes, il y a des gens qui ne font rien du tout. On a maintenant des données dans la littérature pour dire qu'il vaut peut-être mieux, effectivement, faire des petites siestes et des petites pauses, mais bon, voilà, c'est chacun a sa stratégie. Il y a, on vous l'a dit, la perception de l'effort, qui est le paramètre central que l'on recueille tout au long de la course. Et puis il y a le cahier alimentaire. Alors ça, c'est pas facile, hein. Quand on les arrête, on leur dit mais qu'est-ce que vous avez mangé dans la dernière heure ou dans les 2 dernières heures. On aimerait bien pouvoir standardiser avec un petit bidon la prise alimentaire et juste relever le volume de ce qui a été pris, mais c'est quand même pas facile. Et puis il y a tout un tas d'autres paramètres, hein, de psychologie ou d'inconfort musculaire. Alors la première hypothèse centrale, et je pense que vraiment de plus en plus pour avancer dans la manip de Clément, et puis pour lire la littérature, je pense que c'est vraiment un paramètre qui est majeur, qui est l'évolution du taux de sucre dans le sang, de la glycémie. Alors, on ne peut pas avoir accès directement à ce paramètre, mais vous savez qu'il existe maintenant, et on l'utilise chez les diabétiques, des petits capteurs, hein, et vous avez sans doute vu des sportifs aussi avec ce genre de choses, qui est un capteur qui ne va pas mesurer la glycémie, mais qui va mesurer... ça marche pas, c'est la petite figure du bas là, qui va mesurer en fait le taux de sucre dans le tissu interstitiel. Donc c'est sous la peau, donc c'est pas dans la peau, hein, c'est sous la peau, et c'est un reflet à la fois indirect de la glycémie, c'est un reflet qui est fidèle, hein, donc les variations elles sont un peu parallèles, mais elles sont aussi décalées dans le temps. On a des données dans la littérature pour dire que chez le diabétique c'est à peu près 15-20 minutes de décalage. Par contre à l'effort, avec des variations rapide de la glycémie, on ne sait pas trop quel est le délai, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est quelque chose qu'on pose généralement sur le bras, vous les avez tous vus ici. Quelle est l'influence, par exemple, de quelqu'un qui est très actif avec les bras sur l'évolution de ce taux de sucre au niveau local? Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc son l'utilisation de ce système chez les sportifs, il se développe, mais on a très peu de données dans la littérature. Donc les résultats, c'est aussi un petit peu compliqué à débrouiller. Et puis ce paramètre continue, donc on va avoir tout au long de la course un niveau de mesure, hein, puisque l'échantillonnage c'est quelques secondes, hein, donc vous imaginez si vous faites 35 heures de course, le nombre de lignes qu'on a, plus les bugs fréquents, donc avec des valeurs qu'il va falloir éventuellement remplacer. Et puis cette valeur, elle va dépendre de plein de choses. Elle va dépendre de l'intensité de la course, elle va dépendre de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Voilà, donc il y a plein de paramètres qui vont faire varier ce niveau de glycémie. On va voir un peu ce qui peut l'influencer.
Et ce qu'on va regarder, en gros, alors il y a plein de paramètres, hein, et puis on découvre des paramètres, des façons d'analyser cette courbe de glycémie, mais on va dire qu'on va analyser le temps passé en hypoglycémie et le temps passé en hyperglycémie. Ces hyperglycémies, on les voit surtout, bien sûr, après les ravitaux, où on s'est chargé de tout ce qu'on peut sucre, et là on voit la glycémie qui monte en flèche. Et puis le temps en hypoglycémie, quand on est un peu à court de carburant. Alors, chez le diabétique, on a des normes. Chez le sportif, on a pas beaucoup de normes. Et c'est a priori hyper individuel. Pour les gens qui travaillent dans le sport, on voit bien que quand la glycémie baisse, même si on n'est pas en hypoglycémie comme on pourrait le penser, quand la glycémie baisse, dans des valeurs, vous voyez, 0,9 grammes par litre, hein, c'est le seuil qu'on a pris, donc c'est pas très bas, mais on a déjà une baisse de performance et des sensations négatives qui éventuellement vont influencer votre performance. Donc tout ça va être analysé. Alors j'ai rajouté un petit truc sur la diapositive de Clément, c'est que ce qui est aussi compliqué, c'est que cette hypoglycémie, elle va changer votre comportement, mais elle peut aussi provoquer des symptômes, et en particulier des symptômes digestifs. Quand vous êtes dans des hypoglycémies un peu plus sévères, vous pouvez du coup avoir des problèmes digestifs qui vous empêchent de vous nourrir et qui vont vous arrêter dans la course de façon peut-être plus ou moins prolongée. Alors ce temps en hypoglycémie, hein, eh bien, ça va avoir une influence plutôt négative sur la valence affective. Pour ceux qui ont déjà, je dirais, expérimenté ces hypoglycémies, ouais, on se sent pas très bien, on n'a pas obligatoirement envie de continuer, on se demande ce qu'on fait là. Et puis ça va renforcer aussi une perception de l'effort qui est plutôt négative. Donc c'est vrai que quand on est dans ce tunnel-là, on se dit mais ouais, je vais m'arrêter. Donc vous voyez ces gens au bord du chemin et qui essayent de lutter contre ces influences un petit peu négatives. Et puis il peut y avoir effectivement des choses différentes. Le fait de se renourrir, le fait de changer de comportement fait que votre glycémie peut remonter et vous allez peut-être pouvoir avoir, je dirais, un comportement qui est différent. Donc la valence affective et puis la perception de l'effort, elle va influencer le comportement alimentaire et elle va influencer votre comportement pour éventuellement remonter ce niveau glycémie et aller et finir éventuellement la course. Alors ça, on l'a bien vu, hein, sur les premières manips, dès les premiers kilomètres, en fonction du comportement de la glycémie, on arrivait à prédire ce qu'allait s'arrêter, de ce qu'allait continuer. Il y a des gens qui partent avec des stocks en glycogène probablement très bas, qui courent après la glycémie, après la normoglycémie tout le temps. On les voit, hein, ils essayent, ils se nourrissent au ravito, ça remonte, mais ils sont surtout sur une pente descendante, et puis à un moment donné, il n'y a plus de son, plus de lumière, et c'est la fin de la course. Donc c'est des choses qui sont peut-être pas évidentes à, je dirais, à analyser comme ça en direct, hein. C'est-à-dire si vous avez sur votre montre la glycémie, c'est pas obligatoirement évident à interpréter, mais par contre ça a une influence qui est majeure. Donc on les suit tout au long de la course, et puis on les récupère à l'arrivée, et ce qui est important en fait dans toutes ces courses, parce que ça n'a pas d'influence que pendant la course, mais on a souvent, pendant des semaines après la course, quand même des traces, on va dire, de tout ça. Donc là, on les revoit, nous, dans ce protocole-là, à une semaine, pour refaire tout un tas de choses. Donc ils gardent leur capteur de glycémie pendant une semaine, ils gardent leur montre de monitoring du sommeil aussi pendant la semaine qui suit, ils continuent leur recueil alimentaire, et puis ils ont toujours ces fameux questionnaires à remplir quotidiennement. Alors, juste un petit focus cette année, enfin l'année dernière, on a fait une pré-manip, on va dire, un petit shoot avec des dosages de dopamine. La dopamine que vous connaissez, qui est non pas, c'est ce que nous ont dit les neuroscientifiques, c'est pas l'hormone du plaisir comme on entend souvent, mais par contre c'est un neurotransmetteur qui est fondamental dans tout ce qui est motivation, addiction. Et on a quelques données dans la littérature, il y a surtout des études animales qui ont dosé la dopamine dans le cerveau, ce qui est quand même un peu compliqué chez l'homme. Donc on a essayé de le doser dans le sang et on avait une étude qui montrait qu'effectivement on pouvait voir des variations de dopamine sanguine
alors dans des manips qui n'étaient pas du tout faites comme la nôtre, hein. Donc on se dit, on va doser effectivement baseline avant et puis à l'arrivée pour voir les variations. Alors c'est encore en cours d'analyse, il y a des variations qui sont importantes, donc on arrive à voir des choses, mais on a surtout conclu que doser la dopamine à l'arrivée chez des gens qui étaient hyper contents d'être arrivés, finalement, voilà, c'était peut-être pas le meilleur moment pour le doser, donc on va essayer l'année prochaine de le doser à différents moments, y compris dans les moments de doute et de motivation au plus bas pour voir si on voit des variations qui sont importantes, mais c'est quelque chose qui est probablement aussi important. Et puis on en est au stade de l'analyse des données, donc ça c'est pas le plus facile, hein. Je vois qu'il y a Laura aussi qui est là, on en discutait juste avant. On a des énormes quantités de données avec des variables continues, des variables discontinues, des variables psychologiques, des variables physiologiques. On est en train de mettre tout ça en commun pour essayer de voir quelle est l'influence des différents paramètres et quelles sont les interactions les unes avec les autres. Donc voilà un petit peu où on en est sur ce travail qui va durer encore sur le prochain UT4M 2025. Et on est à votre disposition pour répondre à des questions peut-être plus précises sur des choses que vous voudriez connaître. Voilà, merci.